Le soleil filtrait à travers les stores, dessinant des lames de lumière sur le parquet usé de ma chambre. J'avais toujours aimé ces heures matinales, quand Bellerive sommeillait encore et que l'air était empli du chant des oiseaux et du parfum des magnolias. À 68 ans, j'avais appris à chérir ces instants de silence. Ma routine matinale n'avait pas changé depuis des années. Une tasse de café noir, mes médicaments pour la tension, puis le polissage des perles de ma mère, chaque dimanche, sans faute. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. J'ai ouvert le tiroir supérieur de la commode où je gardais une boîte en bois sculpté, un cadeau de mon défunt mari, Henri, pour notre 20e anniversaire. La boîte était là, mais en soulevant le couvercle, un sentiment étrange m'a envahi. Les compartiments de velours destinés aux bijoux étaient vides. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je murmuré, mes doigts tremblants parcourant les loges désertes. Le collier de perles hérité de ma mère. Le bracelet en or gravé par ma grand-mère. Les boucles d'oreilles en saphir qu'Henri m'avait offertes à la naissance de notre premier enfant, Pierre. Tout avait disparu. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je les ai peut-être égarés, ai-je pensé, tout en sachant pertinemment que non. J'ai retourné la chambre, cherché dans tous les recoins, vérifié les poches de mes robes de chambre et de mes manteaux d'hiver. Rien. À chaque minute qui passait, ma panique grandissait. Ces bijoux n'avaient pas une valeur marchande immense, du moins pas pour des étrangers. Mais pour moi, ils étaient inestimables. Chaque pièce racontait une histoire de notre famille, transmise de génération en génération. Je me souviens du jour où ma mère m'a passé pour la première fois le collier de perles, le jour de ma remise de diplôme. Ce ne sont pas que des bijoux, Eliane, m'avait-elle dit. C'est le souvenir de ceux qui t'ont aimé avant même ta naissance, et la promesse de ceux qui t'aimeront après ton départ. Ma mère avait reçu ces perles de sa mère, qui les tenait de la sienne. Elles avaient survécu à la Grande Dépression, quand la famille avait presque tout vendu, mais les perles étaient restées, intouchées. Certaines choses ne se mesurent pas en argent, disait ma grand-mère. Les boucles d'oreilles en saphir étaient entrées dans ma vie par un matin glacial de janvier, à la naissance de Pierre. Henri avait déposé l'écrin de velours dans mes mains alors que je tenais notre nouveau-né. Bleu comme ses yeux, avait-il chuchoté. Et le bracelet en or, gravé des initiales de toutes les femmes de notre lignée. J'ai passé mes doigts sur mon poignet, là où il reposait d'habitude lors des grandes occasions. La dernière fois que je l'avais porté, c'était aux funérailles d'Henri, il y a 7 ans. Je me souvenais de la petite Delphine qui jouait avec le bracelet, assise sur mes genoux. Un jour, il sera à toi, avais-je promis à ma fille. J'avais prévu de transmettre ces bijoux à mes enfants pour les événements marquants de leur vie, comme les femmes de notre famille le faisaient depuis des siècles. Je me suis laissé tomber lourdement sur le bord du lit, essayant de rassembler mes esprits. Un cambriolage était à exclure. Aucune trace d'effraction, et rien d'autre ne manquait. Uniquement les bijoux, uniquement les souvenirs de famille. Il y a 4 jours, mes enfants étaient venus m'aider pour le grand nettoyage de printemps. Tous les 3, Pierre, Delphine et Thomas, étaient arrivés en même temps, ce qui était déjà inhabituel en soi. D'habitude, ils me rendaient visite séparément, et assez rarement. Mais cette fois, ils débordaient d'une énergie et d'une attention suspectes. « Maman, on va vider tes placards », avait suggéré Delphine, qui ne s'était jamais intéressée à mes affaires auparavant. « Je peux nettoyer le grenier », s'était porté volontaire Pierre, qui fuyait habituellement tout effort physique. Même Thomas, d'ordinaire si calme et discret, avait montré une initiative surprenante. « Il faut te débarrasser de tes vieilleries, maman. Ça ne fait que prendre la poussière. » Leur sollicitude m'avait touchée, bien que surprise. Maintenant, leur enthousiasme prenait une tournure sinistre. Ce n'était pas la première fois que mes enfants manifestaient un intérêt étrange pour mes biens. L'année dernière, Pierre avait insisté pour que nous vendions la maison et que je m'installe dans un appartement coquet plus près de chez lui. J'avais refusé. La maison contenait trop de souvenirs d'Henri. Pierre s'était vexé, mais avait fini par céder. Je me demandais maintenant si ce « nettoyage » n'était pas une autre manœuvre. Les mains tremblantes, j'ai attrapé le téléphone et composé le numéro de Pierre. Pas de réponse. J'ai essayé celui de Delphine. Même chose. Thomas ne répondait pas non plus. Étrange. D'habitude, au moins l'un d'eux répondait à mes appels, même si c'était avec une irritation mal dissimulée. J'ai vérifié le calendrier sur le réfrigérateur. Aucun événement spécial aujourd'hui. Pourquoi personne ne répondait? La sonnette m'a tiré de ma torpeur. Sur le seuil se tenait Yvette Lambert, ma voisine depuis 20 ans.
Elle tenait un panier avec une tarte aux myrtilles faite maison. Bonjour, Eliane. Je me suis dit que je t'apporterais une part de tarte, elle sort tout juste du four. Elle a souri, mais son visage s'est rembruni en voyant mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air toute retournée. J'ai fait entrer Yvette et lui et expliqué brièvement la situation. Mes bijoux de famille ont disparu et je n'arrive pas à joindre mes enfants. Yvette a posé la tarte sur la table de la cuisine et a pincé les lèvres. Tu sais, Eliane, je ne voulais pas me mêler de tes affaires, mais... Elle a hésité. Je dis, j'ai vu tes enfants sortir des choses de la maison. Pierre portait un petit sac avec beaucoup de précautions. Je pensais que tu leur avais demandé de faire réparer ou nettoyer quelque chose. La pièce a semblé basculer. Je me suis agrippée au dossier d'une chaise. Tu en es sûre? Absolument. J'étais en train de tailler mes rosiers et je voulais leur dire bonjour, mais ils étaient si pressés qu'ils ne m'ont même pas remarqué. Je me suis souvenu comment Delphine avait insisté pour que je lui montre où se trouvaient tous les documents importants et les objets de valeur. Juste au cas où, maman. S'il t'arrivait quelque chose, il faut qu'on sache où tout se trouve. À l'époque, cela m'avait semblé être une prévoyance sensée. Maintenant, ils n'ont pas pu. Ai-je murmuré, sans finir ma phrase. As-tu regardé les réseaux sociaux? A demandé Yvette. Mes petits-enfants postent des photos de tout ce qu'ils font, tout le temps. J'ai secoué la tête. J'avais un profil Facebook que Delphine m'avait créé, pour que tu puisses voir les photos de tes petits-enfants, mais je m'en servais rarement. Yvette a sorti son téléphone et a rapidement ouvert l'application. Voyons voir. Pierre a publié quelque chose hier. Elle m'a tendu son téléphone. La publication de Pierre s'affichait à l'écran. On se prépare pour de superbes vacances. On l'a bien mérité. Le commentaire de Delphine en dessous disait « Enfin ! Le moment de dépenser un peu pour nous ». Un poids glacial s'est installé dans ma poitrine. J'ai rendu le téléphone à Yvette. C'est peut-être juste une coïncidence, a-t-elle dit, peu convaincue. Mais nous savions toutes les deux que ce n'en était pas une. J'ai repris mon téléphone et composé à nouveau le numéro de Thomas. De tous mes enfants, il avait toujours été le plus consciencieux. Cette fois, après la 5e sonnerie, il y a eu un déclic. Thomas? Ai-je demandé, pleine d'espoir. Maman, je ne peux pas parler maintenant. Sa voix était tendue. En fond sonore, j'ai entendu une annonce pour un vol. Où es-tu? Tu es à l'aéroport? Il y a eu une pause. Oui, on a décidé de prendre une petite pause. Je te rappellerai plus tard, d'accord? Thomas, mes bijoux ont disparu. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Un long silence. Je n'entendais que sa respiration et les bruits étouffés de l'aéroport. Thomas. Maman, on doit embarquer. Je ne peux vraiment pas parler. Sa voix a flanché. Tout ira bien. Je te promets. C'est pour ton bien. L'appel s'est terminé. J'ai fixé l'écran vide de mon téléphone, sentant une vague de colère et de douleur monter en moi. Pour mon bien. Comment le vol d'héritages familiaux pouvait-il être pour mon bien? Qu'est-ce qu'il a dit? A demandé prudemment Yvette. Ils sont à l'aéroport. Ils partent en vacances. Ma voix semblait creuse, comme si j'étais sous l'eau. Et je crois qu'ils savent où sont mes bijoux. Yvette a secoué la tête. Oh, Eliane. Je me suis levée, sentant mes jambes trembler. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Je crois que je devrais commencer par les prêteurs sur gage et les bijouteries. Tu penses vraiment que tes enfants auraient vendu tes bijoux? La voix d'Yvette était incrédule. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé les enfants du quartier jouer dehors. Autrefois, mes propres enfants avaient couru dans ce même jardin, tout aussi insouciants. Quand est-ce que tout avait changé? Quand était-il passé de petits êtres aimants à des personnes capables d'une telle trahison? Le souvenir des premiers pas de Pierre m'a transpercé. Il avait à peine 1 an, s'agrippant à mes doigts et faisant des pas incertains dans ce même salon. Henri filmait et je pleurais de bonheur. Puis il y a eu Delphine avec ses couettes bouclées et son habitude de chanter des chansons qu'elle inventait. Et Thomas, le plus calme des trois, qui pouvait passer des heures à lire sous le vieux chêne du jardin. Comment ces enfants avaient-ils pu devenir des personnes capables de voler ce que leur propre mère avait de plus précieux? Je me suis souvenu du jour suivant la mort d'Henri, lorsque nous nous étions réunis pour la lecture de son testament. Pierre était agacé que la majeure partie de l'héritage me revienne et ne soit pas partagée entre les enfants. « Ce n'est pas juste, maman », avait-il dit à l'époque.
Tu ne vas pas dépenser tout cet argent. Je lui avais expliqué que tout leur reviendrait après ma mort, mais il ne semblait pas vouloir attendre. Progressivement, les enfants avaient commencé à s'éloigner. Pierre n'appelait que lorsqu'il avait besoin d'argent pour des difficultés passagères. Delphine venait surtout pour déposer ses enfants pour le week-end. Ça ne te dérange pas, maman? Alain et moi avons des choses importantes à faire. Même Thomas, qui avait toujours été le plus proche de moi, était devenu un visiteur rare. Je ne sais pas, Yvette, mais je vais le découvrir, ai-je finalement répondu à sa question. Yvette a posé sa main sur mon épaule. Comment puis-je t'aider? J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes forces. Peux-tu me conduire en ville? Je pense qu'on devrait commencer par le prêteur sur gage de Léo Martin. Sur le chemin de la ville, j'ai raconté à Yvette l'histoire des bijoux disparus. Le collier de perles a été transmis à travers 5 générations de femmes dans notre famille, ai-je dit, regardant par la fenêtre le paysage défiler. Mon arrière-arrière-grand-mère l'a reçu en cadeau de mariage en 1880. Depuis, chaque femme de la famille l'a porté le jour de son mariage. Yvette a hoché la tête avec sympathie, serrant fermement le volant de sa vieille Ford. Et j'ai eu le bracelet en or de ma grand-mère, ai-je poursuivi. Il porte les initiales gravées de chaque femme qui l'a porté. Ma grand-mère, ma mère, moi. J'allais ajouter les initiales de Delphine quand le moment serait venu de le lui transmettre. C'est terrible, Eliane. Si tes enfants ont vraiment vendu ces choses. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais je savais ce qu'elle voulait dire. C'était une trahison dans sa forme la plus pure. Le commerce de Léo Martin se trouvait sur la rue principale de Bellerive, entre la pharmacie et le café de Donna. La clochette au-dessus de la porte a tinté lorsque nous sommes entrés. Léo, un homme trapu d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants et clairsemés, a levé les yeux de son comptoir. Madame Moreau, quelle bonne surprise! Il a souri. Son sourire s'est effacé en voyant l'expression de mon visage. Quelque chose est arrivé. Je me suis approché du comptoir, essayant de parler calmement. Léo, mes bijoux de famille ont disparu. Un collier de perles, un bracelet en or gravé et des boucles d'oreilles en saphir. Seraient-ils arrivés chez vous ces derniers jours? Léo a froncé les sourcils et j'ai vu son regard se détourner rapidement. Mon cœur s'est serré. Quand ont-ils disparu exactement? A-t-il demandé prudemment. Je l'ai découvert ce matin, mais je les ai vus pour la dernière fois dimanche dernier. Mes enfants sont venus me rendre visite jeudi. Léo a soupiré et a passé une main dans ses cheveux. Eliane, Il a hésité. Oui, j'ai acheté ces bijoux vendredi. C'est votre fils Pierre qui me les a apportés. Il a dit que vous aviez décidé de les vendre pour payer les réparations du toit. Mes jambes ont menacé de se dérober. Yvette a rapidement approché une chaise et je m'y suis effondrée. Eliane, je suis vraiment désolée, a poursuivi Léo. Je ne les aurais jamais achetés si j'avais su que c'était sans votre consentement. Pierre m'a montré une procuration avec votre signature. C'est un faux, ai-je chuchoté. Je n'ai jamais signé de procuration. Léo a pincé les lèvres. Je crains de ne plus avoir les bijoux. J'ai vendu les perles et les boucles d'oreilles à un collectionneur de Lyon hier soir. Il est parti ce matin. Et le bracelet? Ai-je demandé, la voix brisée. Il a hésité. Le bracelet, je l'ai envoyé à la fonte. C'était de l'or ancien, du 19e siècle, avec une forte teneur en cuivre. Sa valeur résidait surtout dans le métal, pas dans le design. La pièce a tournoyé devant mes yeux. Le bracelet qui portait l'histoire de 5 générations de notre famille, simplement fondu comme un vulgaire morceau de métal. Combien? Ai-je demandé doucement. Quoi? Combien avez-vous payé pour eux? Léo a baissé les yeux. 5 000 € pour le tout. Je sais que c'est moins que leur valeur marchande, mais Pierre a insisté sur le fait que vous aviez besoin d'argent de toute urgence. Et vous avez cru que je vendrais des héritages familiaux pour 5 000 €. Ma voix tremblait. Ces bijoux sont dans notre famille depuis plus de 100 ans, Léo. Eliane, je suis tellement désolée, a-t-il répété. Si seulement j'avais su. Yvette a posé sa main sur mon épaule. Léo, avez-vous les coordonnées du collectionneur? Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour les récupérer. Léo a secoué la tête. Je ne peux pas divulguer les informations de mes clients. C'est contre le règlement. Mais, il a fait une pause.
Je peux le contacter et lui expliquer la situation. Je ne peux pas promettre qu'il acceptera de les rendre, surtout pas pour le même prix. Il a payé 12 000 euros. 12 000 euros. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous les avez achetés pour 5 000 et vendus pour 12. Léo a eu le toupet d'avoir l'air embarrassé. Ce sont les affaires, Eliane. Je ne savais pas que. Faites tout ce que vous pouvez pour les récupérer, l'ai-je interrompu. Je paierai ce qu'il faudra. En quittant le magasin, je me sentais anéanti. Yvette a conduit en silence, me jetant de temps en temps des regards inquiets. On va où, maintenant? A-t-elle finalement demandé. J'ai regardé par la fenêtre les rues familières de Bellerive qui défilaient. La ville où j'étais née, où j'avais grandi, où je m'étais mariée, où j'avais eu mes enfants et fondé une famille. La ville où je pensais finir mes jours, entourée de l'amour des miens. Comme je m'étais trompée. À la maison, ai-je dit doucement. J'ai besoin de réfléchir. De retour chez moi, je suis allée directement à l'ordinateur. Delphine avait insisté pour que je me crée un compte Instagram pour suivre les photos des petits-enfants. Je l'utilisais rarement, mais maintenant, il pourrait s'avérer utile. Je me suis connectée et j'ai commencé à parcourir les profils de mes enfants. Bientôt, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une série de photos sur le compte de Delphine. Elle était avec Alain, Pierre et Thomas à l'aéroport, souriant à côté de leurs valises. La légende disait « Vacances tant attendues, les Canaries, nous voilà ». #vacances en famille #enfin #vacances bien méritées. Mais ce n'était pas toute la famille. Je n'étais pas avec eux. J'ai parcouru les commentaires. Quelqu'un a demandé « Et maman ?» Delphine a répondu « Elle a préféré rester à la maison. C'est difficile de voyager pour les personnes âgées. » Des mensonges. De purs mensonges. J'adore voyager. Henri et moi avions parcouru la moitié de la France avant qu'il ne tombe malade. Et après sa mort, j'avais plusieurs fois proposé que nous fassions des voyages ensemble. Mais ils avaient toujours refusé, prétextant être trop occupés. Et maintenant, ils s'envolaient pour les Canaries avec l'argent de la vente de mes héritages familiaux, sans moi, pour mon bien. L'amertume m'est montée à la gorge. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé la photo sur la table. Henri et moi devant les gorges du Verdon, jeunes et heureux. Qu'aurait-il dit s'il avait pu voir ce que nos enfants étaient devenus? Je me suis souvenu des derniers jours d'Henri. Il était déjà très faible, mais il s'inquiétait encore de mon avenir. Ne laisse pas les enfants prendre les décisions pour toi, Eliane, avait-il dit. Tu es plus forte que tu ne le penses. À l'époque, je n'avais pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Mais maintenant, je me suis approchée du téléphone et j'ai composé le numéro de ma vieille amie, Lucienne Dubois. Si quelqu'un pouvait me donner de bons conseils dans cette situation, c'était bien elle. Lucienne, c'est Eliane. J'ai besoin de ton aide. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille, regardant par la fenêtre mon voisin qui promenait son chien. C'était une journée typique à Bellerive, pour tout le monde sauf pour moi. Pour moi, ce jour marquait le début d'une guerre. Une guerre pour ma dignité et pour la justice. Et je n'allais pas baisser les bras sans me battre. Lucienne est arrivée 1 heure après mon appel. Elle avait toujours été comme ça, fiable comme un roc. À 80 ans, elle avait conservé l'esprit vif et le franc-parler que j'avais tant aimé chez elle toutes ces années. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chère ?» a-t-elle demandé dès qu'elle a franchi le seuil. « Tu avais l'air bouleversée. » Je l'ai conduite dans la cuisine et nous ai servi à toutes les deux un café. Mes mains tremblaient encore, mais la présence de Lucienne avait un effet apaisant. Mes enfants ont volé mes bijoux de famille, ai-je dit sans détour. Lucienne était une personne à qui je pouvais parler sans faux semblant. Elle a scié, mais n'a pas semblé choquée. Lucienne connaissait mes enfants depuis leur naissance et, visiblement, elle voyait plus clair en eux que moi. « Raconte-moi tout », a-t-elle demandé, enroulant ses mains ridées autour de sa tasse. J'ai relaté les événements des derniers jours. La visite étrange des enfants pour le nettoyage, la disparition des bijoux, ma conversation avec Léo, et ce que j'avais découvert sur leur voyage aux Canaries. Lucienne a écouté sans m'interrompre, hochant simplement la tête de temps en temps. Et maintenant, ils s'envolent tous ensemble pour les Canaries, ai-je terminé, avec l'argent de la vente de mes héritages. Des bijoux qui devaient revenir à Delphine et à ses filles. Les salauds, a murmuré Lucienne, et ce simple mot de sa bouche sonnait comme une condamnation à mort. Je n'arrive pas à croire qu'il soit capable de ça. Ma voix a tremblé.
Ce sont mes enfants, Lucienne. Je les ai élevés avec amour. Henri les a élevés avec amour. Comment ont-ils pu? Lucienne a soupiré et a couvert ma main de la sienne. Les gens changent, Eliane. Parfois en bien, parfois. Elle n'a pas terminé sa phrase. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Léo a promis de contacter le collectionneur qui a acheté les perles et les boucles d'oreilles. Mais le bracelet. Ma voix s'est éteinte. Le bracelet a été fondu. Il a disparu. Lucienne a pressé ma main. Eliane, tu dois leur parler en face. Ils doivent répondre de leurs actes. Ils ne répondent pas à leur téléphone. Ils sont probablement dans l'avion maintenant. Alors attends leur retour et organise une réunion à laquelle ils ne pourront pas se dérober. Un dîner de famille, par exemple. Sur ton territoire, où tu te sentiras plus forte. J'ai hoché la tête. C'était un bon plan. En attendant, a poursuivi Lucienne, voyons ce qu'ils publient sur leurs réseaux sociaux. On pourrait trouver plus d'informations. J'ai ouvert mon ordinateur portable et avec Lucienne, nous nous sommes plongés dans l'étude des profils de mes enfants. Delphine, comme d'habitude, était la plus active. Des dizaines de photos de ses préparatifs de voyage, achat de nouveaux vêtements, valises en cours, selfies à l'aéroport. Sur une photo, elle posait avec un nouveau sac de créateur. Petit cadeau à moi-même avant les vacances, disait la légende. Je savais combien coûtaient ces sacs. Clairement plus que ce qu'elle pouvait se permettre avec son salaire d'agent immobilier. Pierre était moins actif, mais quelques photos sur son profil étaient révélatrices. Sur l'une d'elles, il se tenait à côté d'une montre de luxe dans une vitrine. Bientôt, tu seras mienne, avait-il légendé. Cette montre coûtait une fortune. Apparemment, les 5 000 € de la vente de mes bijoux ne leur suffisaient pas. Ils avaient dû contracter un prêt ou emprunter ailleurs. Thomas, comme prévu, ne publiait presque rien. Juste une photo d'un aéroport avec une légende laconique. En route. Regarde les commentaires, a suggéré Lucienne, en montrant la publication de Delphine avec la photo de l'aéroport. J'ai fait défiler la page. La plupart des commentaires étaient des félicitations et des vœux de bonnes vacances. Mais un commentaire a attiré mon attention. Une certaine Jeannette Peterson, une collègue de Delphine, écrivait « Tellement contente que vous ayez enfin pu organiser ces vacances après tant d'années de planification. » Delphine avait répondu « Oui, tout s'est enfin parfaitement goupillé. On a trouvé un moyen de financer ça. » Ah! Le souffle m'a manqué. Il planifiait cela depuis longtemps. Ce voyage n'était pas une décision spontanée. Ils avaient délibérément cherché un moyen de le financer, et ils l'avaient trouvé dans ma boîte à bijoux. Ils ont planifié ça, Lucienne, ai-je murmuré. Ce n'est pas un acte impulsif. Ils ont délibérément volé mes affaires pour payer leurs vacances. Lucienne a secoué la tête. Je ne suis pas surprise, Eliane. Tu as toujours été trop gentille avec eux. Ils ont pris l'habitude de profiter de ta gentillesse. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais donné de l'argent aux enfants quand ils en demandaient. Pour l'apport de la maison de Delphine, pour une nouvelle voiture pour Pierre, pour les études de Thomas. Je ne leur avais jamais rien refusé, considérant cela comme mon devoir de mère. Et ils semblaient penser qu'ils avaient droit à tout ce que je possédais. Il faut que je leur parle, ai-je décidé. Maintenant. J'ai pris le téléphone et composé à nouveau le numéro de Thomas. Étrangement, cette fois, il a répondu presque immédiatement. Maman, sa voix était étouffée, comme s'il parlait depuis une salle de bain ou un placard. Thomas, je dois te parler de mes bijoux, ai-je dit, en essayant de paraître calme mais ferme. Pause. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il dit, peu assuré. Arrête de mentir, Thomas. J'ai parlé à Léo. Je sais que Pierre lui a vendu mes bijoux. Je sais que vous vous êtes envolés pour les Canaries avec l'argent. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Un long silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu un léger soupir. Maman, écoute. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors explique-moi. Aide-moi à comprendre comment mes enfants ont pu voler les choses qui me sont les plus chères et utiliser l'argent pour leurs loisirs. On n'a rien volé, maman. Sa voix a pris un ton défensif. Tu ne portes jamais ces bijoux de toute façon. Ils étaient juste dans une boîte à prendre la poussière. Et nous avions besoin de ces vacances. Pierre a tellement travaillé ces derniers temps, et Delphine a des problèmes avec Alain.
On avait tous besoin d'une pause. Et vous avez décidé que vous aviez le droit de prendre mes affaires sans demander. Ma voix tremblait de colère. De falsifier ma signature sur une procuration. C'était l'idée de Pierre, a dit rapidement Thomas. J'étais contre, mais tu t'es quand même envolé pour les Canaries avec eux, ai-je terminé pour lui. Avec de l'argent volé. Maman, écoute. Sa voix est devenue suppliante. Tu n'as pas besoin de ces bijoux. Tu as une grande maison, une bonne retraite. Nous, on a du mal. Pierre a des dettes, Delphine a des problèmes de crédit immobilier. Et au lieu de me demander de l'aide, vous avez décidé de me voler. On ne voulait pas te contrarier, a-t-il marmonné. Et on allait te dédommager. Une partie de l'argent servira à réparer ton toit. Il fuit, maman. Mon toit va très bien, Thomas, ai-je répondu froidement. Tu n'es même pas un très bon menteur. Écoute, Il a hésité. Je suis désolé, maman. Vraiment. Mais tu dois comprendre, ces bijoux, ce n'étaient que des objets. Et l'argent nous a vraiment aidés. Des objets. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ces objets faisaient partie de l'histoire de notre famille, Thomas. Ils signifiaient plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Les perles de ton arrière-arrière-grand-mère. Les boucles d'oreilles que ton père m'a offertes à la naissance de Pierre. Le bracelet que j'allais transmettre à Delphine. Ce n'était pas que des bijoux. C'était des souvenirs, une histoire, un héritage. Maman, Le bracelet a été fondu, Thomas, les jeux interrompus. Il n'existe plus. Tu comprends ça? Un bracelet qui a été porté par 5 générations de femmes de notre famille a disparu pour toujours. Et tout ça pour que vous puissiez passer une semaine à vous prélasser sur une plage. La voix étouffée de Delphine a traversé le téléphone. À qui tu parles, Thomas? À personne, a répondu rapidement Thomas. Maman, je dois y aller. On parlera à notre retour. Je te le promets. Thomas, ne t'avise pas d'eux. Mais il avait déjà raccroché. J'ai fixé le téléphone, sentant une vague de colère monter en moi. Des objets. Comment pouvait-il dire ça? Comment mes propres enfants pouvaient-ils dévaloriser ce qui signifiait le monde pour moi? Qu'est-ce qu'il a dit? A demandé doucement Lucienne. J'ai répété notre conversation, luttant pour retenir mes larmes. Ils ne sont même pas désolés, Lucienne. Ils pensent qu'ils avaient le droit de le faire. Que ces bijoux n'étaient que des objets que je ne portais jamais de toute façon. Lucienne a secoué la tête. Eliane, ma chère, je suis désolée, mais tu sais, je ne suis pas surprise. Tes enfants ont toujours été égoïstes. Tu ne voulais simplement pas le voir. J'ai voulu argumenter, défendre mes enfants par habitude, mais je n'ai pas pu. Lucienne avait raison. Pendant des années, j'avais fermé les yeux sur leur égoïsme, excusant leur comportement, prétendant que tout allait bien. Mais maintenant qu'ils avaient franchi la ligne, je ne pouvais plus faire semblant. Que dois-je faire, Lucienne? Ai-je demandé, désemparée. Pour commencer, arrête de te blâmer, a-t-elle dit fermement. Ce n'est pas de ta faute si tes enfants sont devenus comme ça. Tu as été une bonne mère, Eliane. Meilleure qu'ils ne le méritaient. Ces mots étaient comme un baume sur une plaie, mais la douleur de la trahison persistait. Et ensuite, a poursuivi Lucienne, quand ils reviendront, tu devras les obliger à répondre de leurs actes. Pas d'excuses. Pas de on l'a fait pour ton bien. Ils doivent comprendre que ce qu'ils ont fait est mal. J'ai hoché la tête. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, je devais mettre mes enfants à leur place, leur montrer les limites qu'ils avaient si effrontément franchies. Et encore une chose, a ajouté Lucienne. Pense à sécuriser ce qu'il te reste. S'ils sont capables de ça, qui sait ce qu'ils feront ensuite? Cette pensée m'a frappé comme un éclair. En effet, qu'est-ce qui pourrait les empêcher de recommencer? S'ils n'avaient eu aucun scrupule à prendre mes héritages familiaux, qu'est-ce qui les empêcherait de vendre la maison, la voiture ou d'autres objets de valeur? J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte Facebook. J'avais besoin de plus d'informations. Je suis allé sur la page de Delphine et j'ai commencé à parcourir ses publications récentes. La voilà dans une nouvelle robe qui coûtait clairement une fortune. Voilà le nouveau sac que je connaissais déjà. Voilà une photo d'un restaurant avec la légende. Petit dîner pré-vacances. Hashtag que du meilleur. Lucienne a regardé par-dessus mon épaule. On dirait qu'ils ont commencé à dépenser l'argent avant même de partir, a-t-elle remarqué.
J'ai continué à faire défiler et je suis tombée sur une publication d'il y a une semaine. Un selfie de groupe de Delphine, Pierre et Thomas avec la légende. Planification de l'opération Liberté en plein essor. Bientôt la plage. Hashtag conseil de famille, hashtag grands projets. Opération Liberté. Ils avaient même trouvé un nom pour leur plan de vol de mes bijoux. Je suis passée à la page de Pierre. Contrairement à sa sœur, il publiait moins d'informations personnelles, préférant partager des nouvelles sur l'industrie automobile et des résultats sportifs. Mais il avait aussi quelques publications révélatrices. Enfin mes finances sont réglées. La montre de mes rêves sera bientôt mienne, avait-il écrit il y a 3 jours. Et la veille, le conseil de famille a décidé. Il est temps d'arrêter de remettre la vie à plus tard. Dièse grand-bas changement-bas à accent grave-bas venir. Même les rares publications de Thomas laissaient entrevoir quelque chose. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour le plus grand bien, avait-il écrit il y a 5 jours. Et un peu plus tard, j'espère qu'au final, tout se passera pour le mieux pour tout le monde. Ils savaient tous. Ils étaient tous dans le coup. Même Thomas, qui avait tenté de rejeter toute la faute sur Pierre au téléphone, faisait partie du plan depuis le début. Ils ont appelé ça Opération Liberté, ai-je dit à Lucienne, nauséeuse. Comme s'ils se libéraient, de quoi? Du respect pour moi? De la décence la plus élémentaire? Lucienne a posé sa main sur mon épaule. Peut-être pensait-il se libérer de problèmes financiers. Ou du sentiment de culpabilité de dépenser de l'argent pour leurs loisirs alors qu'ils auraient pu t'aider. M'aider. J'ai souri amèrement. Lucienne, je n'ai pas besoin de leur aide. J'ai assez d'argent avec la retraite d'Henri et la mienne. La maison est payée. Si quelqu'un les a aidés financièrement au fil des ans, c'est bien moi. Je sais, ma chère. Mais les gens voient souvent ce qu'ils veulent voir. Peut-être était-il plus facile pour eux de justifier leurs actes en pensant qu'ils le faisaient pour toi. J'ai soupiré et fermé mon ordinateur portable. Peu importe combien j'étudierais leurs publications, cela ne ramènerait pas mes bijoux ni n'expliquerait comment mes enfants avaient pu me faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire à leur retour? A demandé Lucienne. J'ai regardé la photo d'Henri sur la cheminée. Son visage bienveillant, toujours si compréhensif, semblait maintenant triste. Qu'aurait-il fait à ma place? Je vais organiser un dîner de famille, ai-je décidé. Je vais tous les inviter, avec leurs conjoints et leurs enfants. Et là, à table, je les obligerai à me regarder dans les yeux et à m'expliquer pourquoi ils m'ont trahi. Lucienne a hoché la tête. Bon plan. Je peux être là si tu as besoin de moi. Non, merci. J'ai secoué la tête. Ça doit se passer entre nous. Entre une mère et ses enfants. Je pouvais déjà imaginer le dîner. Leur malaise quand ils réaliseraient que je savais tout. Leur tentative de se justifier, leurs fausses excuses. Mais surtout, j'avais peur de ne voir aucun remords réel dans leurs yeux. Qu'ils croient vraiment avoir bien agi en volant ce qui m'était le plus précieux. Ils seront de retour dans une semaine, ai-je dit. J'ai le temps de me préparer. Qu'est-ce que tu vas faire pendant toute cette semaine? A demandé Lucienne. J'ai regardé par la fenêtre mon jardin bien entretenu, qui avait toujours été ma fierté. Les roses que j'avais cultivées au fil des ans étaient maintenant en pleine floraison. La vie continuait, malgré la trahison. Je vais vivre, ai-je répondu. Et réfléchir à la place que je veux accorder à mes enfants dans cette vie, après tout ce qui s'est passé. La semaine d'attente s'est éternisée, angoissante. J'ai essayé de m'occuper avec les tâches quotidiennes, le jardinage, les courses, les rencontres avec Lucienne, mais mes pensées revenaient sans cesse à la conversation à venir avec mes enfants. La nuit, je restais éveillée, répétant les mots que j'allais leur dire. Vendredi soir, je leur ai envoyé à tous les 3 le même message. J'aimerais vous inviter, vous et vos familles, à dîner dimanche à 18h. J'adorerais que vous me racontiez vos vacances. Le sarcasme de la dernière phrase ne leur a probablement pas échappé, mais tous les 3 ont confirmé leur présence. J'ai passé le samedi à cuisiner leurs plats préférés. Rôti de bœuf pour Pierre, lasagne pour Delphine et la tarte aux pommes que Thomas aimait tant. Non pas que je veuille les gâter, mais je voulais que ce dernier dîner de famille reste dans leur mémoire. Car je savais qu'après la conversation de ce soir, plus rien ne serait jamais comme avant. Dimanche, la sonnette a retenti à 6 heures précises. Delphine, toujours ponctuelle, se tenait sur le seuil avec son mari Alain et leurs enfants, Fiona, 14 ans, et Benjamin, 12 ans. Tous les 4 étaient visiblement bronzés. Maman.
Delphine m'a étreinte avec un enthousiasme fin. Tu nous as tellement manqué. Je l'ai laissé me serrer dans ses bras, mais je ne l'ai pas enlacé en retour. Mes petits-enfants m'ont salué avec réserve. À leur âge, ils considéraient déjà les dîners de famille comme une corvée ennuyeuse. 10 minutes plus tard, Pierre est arrivé, seul comme d'habitude. Son mariage s'était effondré il y a 3 ans, et il n'avait pas eu de relation sérieuse depuis. Thomas est arrivé le dernier, avec un quart d'heure de retard. Il avait l'air tendu et évitait mon regard. « S'il vous plaît, tout le monde à table », ai-je dit lorsque les salutations furent terminées. Le dîner est prêt. La table était dressée dans la salle à manger, celle qu'Henri et moi n'utilisions que pour les grandes occasions. Verre en cristal, assiette en porcelaine, couvert en argent. J'avais hérité de tout cela de ma mère. J'avais choisi cette vaisselle spécifiquement pour rappeler aux enfants les valeurs et les traditions familiales qu'ils avaient si facilement bafouées. « Ouah, maman, tu as mis les petits plats dans les grands », a remarqué Pierre en s'asseyant. « Occasion spéciale. »« On peut dire ça », ai-je répondu calmement, en servant du vin aux adultes et du jus aux enfants. Au début, la conversation à table a tourné autour de sujets neutres. Delphine a parlé avec enthousiasme de leur hôtel, des plages et des restaurants. Pierre s'est vanté d'avoir appris à faire du surf. Thomas était majoritairement silencieux, n'intervenant que de temps à autre. Alain, le mari de Delphine, mangeait copieusement, ne participant pas vraiment à la conversation. Les petits-enfants, ayant eu la permission, ont rapidement fini leur repas et sont allés au salon regarder la télévision. J'ai attendu le bon moment. Il est venu lorsque Delphine a commencé à montrer des photos sur son téléphone. Là, c'est nous en excursion vers les récifs coralliens. Alain ne sait même pas nager correctement. Et comment se sont passées vos vacances avec l'argent volé ? Ai-je demandé, d'une voix calme mais claire. Un silence de plomb s'est abattu. Delphine s'est figée, le téléphone à la main. Pierre a lentement posé sa fourchette. Thomas est devenu blême et a fixé son assiette. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» a finalement dit Delphine avec un rire nerveux. « Tu sais très bien ce que je veux dire, » ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. « Mes bijoux. Les perles qui devaient être les tiennes à la naissance de ta première fille. Le bracelet qui devait porter les initiales de Fiona. Les boucles d'oreilles que ton père m'a offertes à la naissance de Pierre. »« Maman, on peut t'expliquer, » a commencé Thomas. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai parlé à Léo. J'ai vu vos publications sur les réseaux sociaux à propos de l'Opération Liberté. J'ai parlé à Thomas quand vous veniez d'arriver aux Canaries. Pierre s'est redressé sur sa chaise, son visage prenant une expression défensive. Et alors ? Oui, on a pris tes bijoux. Oui, on les a vendus. Mais c'était pour ton bien. Mon bien. J'ai haussé un sourcil. En quoi voler mes héritages familiaux et partir en vacances sans moi était-il censé être pour mon bien ? Tu ne comprends pas, maman, a interjeté Delphine. Ces bijoux, ils étaient juste dans une boîte. Tu ne les portais jamais. Et nous, on avait besoin d'argent. Pourquoi exactement ? Ai-je demandé. Pour un nouveau sac de créateur ? Pour la montre que Pierre voulait ? Pour une semaine à la plage ? Tu n'as pas le droit de nous juger. Pierre a frappé du poing sur la table. Tu vis dans une grande maison. Tu as une bonne retraite. Nous, on essaie juste de survivre. Pierre, tu gagnes 3 fois ma retraite en tant que chef des ventes dans une concession automobile, ai-je répondu calmement. Tu ne sais juste pas gérer ton argent. Là n'est pas la question, a-t-il commencé à s'emporter. La question, c'est que ces bijoux valaient une fortune, et tu les laissais prendre la poussière dans une boîte. Ils ne prenaient pas la poussière, Pierre. Ils attendaient leur heure. J'allais les transmettre pour les événements importants de la vie de vos enfants. Comme ma mère me les a transmis, et sa mère avant elle. Quelle importance, a ricané Delphine. On les aurait eus de toute façon après ta mort. On a juste accéléré le processus. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai regardé cette fille que j'avais un jour tenue dans mes bras, à qui j'avais lu des contes, que j'avais consolée après son premier chagrin d'amour, et je ne la reconnaissais pas. Vous ne réalisez même pas ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Ma voix tremblait. Vous n'avez pas juste volé des objets. Vous avez volé une histoire, des souvenirs, le lien entre les générations. Tu dramatises, maman, a roulé des yeux Pierre. Ce ne sont que des bijoux.
On pourrait en acheter de nouveaux si c'est si important. Il ne s'agit pas du coût, Pierre. J'ai haussé la voix. Il s'agit du fait que ces bijoux étaient les témoins de l'histoire de notre famille. Les perles ont survécu à 2 guerres mondiales et à la crise de 1929. Le bracelet a été porté par 5 générations de femmes de notre famille. Et les boucles d'oreilles, j'ai regardé Pierre. Ton père me les a offertes le jour de ta naissance. Comment as-tu pu renoncer si facilement à cet héritage? Maman, on n'a pas réfléchi, a commencé Thomas, qui était resté silencieux jusque-là. Exactement. Vous n'avez pas réfléchi, l'ai-je interrompu. Vous n'avez pas réfléchi à ce que ces choses signifiaient pour moi. Vous n'avez pas réfléchi à ce qu'elles auraient dû signifier pour vous. Tout à quoi vous avez pensé, c'est à la vitesse à laquelle vous pouviez dépenser l'argent pour vous-même. Pierre a bondi de sa chaise. Qu'est-ce que tu sais de nos problèmes, a-t-il crié. Tu vis ici dans ton petit monde parfait avec ton jardin et tes souvenirs. Moi, j'ai des dettes. Delphine a des problèmes de crédit immobilier. Le salaire de Thomas suffit à peine à vivre. Et au lieu de me demander de l'aide, vous avez décidé de me voler. Je me suis levée aussi, regardant mon fils dans les yeux. Combien de fois t'ai-je donné de l'argent, Pierre? Combien de fois t'ai-je aidé avec l'apport pour ta voiture, pour ton appartement? Combien de fois ai-je payé tes factures quand tu avais perdu au poker? Pierre a rougi de colère. C'est différent. C'était il y a longtemps. Et te souviens-tu, il y a 6 mois, quand tu m'as demandé 5 000 € pour des urgences? Je te les ai donnés sans poser de questions. C'était quoi ces urgences, Pierre? Une nouvelle télévision, un week-end en vacances? Ne t'avise pas de me juger, a-t-il grogné. J'ai mérité cet argent. Je suis ton fils. Oui, tu es mon fils. Et cela rend ta trahison encore plus douloureuse. Delphine a posé la main sur l'épaule de son frère pour le calmer. Maman, ne soyons pas dramatiques, a-t-elle dit d'un ton conciliant. Nous admettons que nous n'avons peut-être pas géré cela de la meilleure façon, mais nous pensions vraiment le faire aussi pour toi. Comment? J'ai croisé les bras sur ma poitrine. Eh bien, la maison a besoin de réparation. Le toit fuit par endroits. La peinture s'écaille. Mon toit va très bien, Delphine. Je l'ai fait vérifier le mois dernier. Et la peinture est fraîche. Tu m'as aidé à choisir la couleur il y a 2 ans. Delphine a hésité. Eh bien, de toute façon, tu aurais pu utiliser l'argent pour les coups durs. On allait en mettre une partie de côté pour toi. Mais à la place, vous avez tout dépensé pour des vacances. J'ai secoué la tête. Et vous n'avez même pas pensé à m'inviter. Tu ne serais pas venu de toute façon, a dit rapidement Delphine. Tu n'aimes pas voyager. Je n'aime pas voyager. Je n'en croyais pas mes oreilles. Delphine, ton père et moi avons parcouru la moitié de la France avant qu'il ne tombe malade. Et après sa mort, j'ai proposé plusieurs fois de faire un voyage ensemble, mais vous avez toujours refusé. C'était il y a longtemps, a balayé Delphine. Maintenant, tu préfères rester à la maison. Parce que vous ne m'invitez jamais nulle part. Ma patience était à bout. Quand est-ce que l'un de vous m'a invité quelque part, à part pour garder vos enfants? Le silence a parlé plus fort que n'importe quelle réponse. Exactement, ai-je dit avec un sourire amer. Vous ne vous souvenez de moi que lorsque vous avez besoin de quelque chose. De l'argent, de l'aide avec les enfants, un repas pour les fêtes. Le reste du temps, je n'existe pas pour vous. Thomas, qui était resté silencieux jusque-là, a finalement levé les yeux. Maman, ce n'est pas vrai. On t'aime. C'est juste, la vie est compliquée. On a tous nos propres problèmes, nos propres soucis. Et vous pensez que la solution à ces problèmes est de voler ce qui m'est le plus cher? J'ai regardé mon plus jeune fils, toujours le plus consciencieux des 3. Thomas, c'est toi qui me déçois le plus. Je pensais que tu avais assez de conscience pour arrêter ce plan insensé. Thomas a baissé la tête et j'ai vu ses épaules trembler. Il semblait être le seul à comprendre vraiment ce qu'ils avaient fait. Savez-vous ce qui est le pire? Ai-je poursuivi, m'adressant à tous les 3. Ce n'est pas que vous ayez volé mes bijoux. C'est que vous ne comprenez même pas à quel point c'était mal. Vous vous trouvez des excuses. Vous inventez des raisons ridicules pour lesquelles c'était pour mon bien. Mais la vérité, c'est que vous vouliez juste de l'argent pour vous amuser, et peu importait le prix à payer. Ce n'est pas vrai, a protesté Delphine. On pensait vraiment. Assez de mensonges, Delphine. J'ai haussé la voix.
J'ai vu vos publications sur les réseaux sociaux. Opération Liberté, n'est-ce pas? Liberté de quoi? Du respect pour votre mère? De la décence la plus élémentaire? Fiona et Benjamin sont apparus dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, attirés par le bruit. Ils n'avaient jamais vu leur grand-mère hausser la voix auparavant. « Mamie » a appelé Fiona, incertaine. « Est-ce que tout va bien ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. « Non, ma chérie. Ça ne va pas. Mais ce n'est pas de ta faute. » Delphine s'est tournée brusquement vers sa fille. Fiona, Benjamin, dans la voiture. « On s'en va. »« Mais maman. » a commencé Benjamin. « Maintenant. » a claqué Delphine. Les enfants ont obéi à contre-cœur, mais j'ai remarqué que Fiona me lançait un regard inquiet. Delphine s'est levée de table. « Maman, je vois que ça ne sert à rien de continuer cette conversation. Tu es trop contrariée pour penser rationnellement. » Rationnellement. Je n'en croyais pas son audace. « Delphine, tu as volé mes héritages de famille. Comment suis-je censée réagir à ça? »« On ne les a pas volés, » a-t-elle répété obstinément. « On a juste emprunté leur valeur. Et on te dédommagera. »« Comment ?» J'ai croisé les bras sur ma poitrine. « Comment vas-tu me dédommager pour un bracelet qui a été porté par 5 générations de femmes de notre famille? Le bracelet que Léo a envoyé à la fonte ?» Delphine s'est figée, et j'ai vu quelque chose comme un remords traverser son visage, mais cela s'est rapidement transformé en entêtement. « On t'en achètera un nouveau, » a-t-elle dit. « Encore plus beau que l'ancien. »« Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas du coup. Il s'agit de l'histoire, des souvenirs, du lien avec le passé. Ça ne s'achète pas avec de l'argent. Pierre s'est levé aussi. Je pars aussi. Cette conversation ne mène nulle part. Tu ne veux pas comprendre notre point de vue. Et quel est votre point de vue, Pierre? Je l'ai regardé dans les yeux. Qu'il est normal de voler sa mère si on a besoin d'argent pour des vacances. Ce n'est pas ça, a-t-il haussé la voix. On l'a fait pour toi aussi. Pour toute la famille. Pour moi. J'ai ri amèrement. Et en quoi ce voyage aux Canaries, sans moi, était-il pour moi? Pierre n'a pas eu de réponse. À la place, il a juste attrapé sa veste et s'est dirigé vers la porte. On parlera quand tu seras calmée, maman, a-t-il dit par-dessus son épaule. Delphine l'a suivi, entraînant Alain qui s'était levé à contre-cœur et n'avait pas dit un mot de toute la soirée. Viens, Thomas, a-t-elle appelé son frère. Mais Thomas n'a pas bougé. Il était assis, la tête baissée, ses épaules visiblement secouées. Thomas, a répété Delphine avec impatience. Je reste, a-t-il dit doucement. J'ai besoin de parler à maman. Delphine a roulé des yeux. Comme tu veux. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Sur ce, elle a quitté la salle à manger. 1 minute plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée claquer et leur voiture démarrer. Thomas et moi sommes restés seuls à la grande table de la salle à manger, jonchés de plats à moitié mangés. Il ne levait toujours pas les yeux, mais je pouvais voir des larmes couler sur ses joues. « Maman » a-t-il finalement dit d'une voix brisée par les pleurs. « Je suis tellement désolée. Je savais que c'était mal. J'aurais dû les arrêter. » J'ai regardé mon fils, ne sachant que dire. Une partie de moi voulait le réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais une autre partie de moi ne pouvait pas pardonner si facilement sa trahison. « Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés, Thomas ?» ai-je demandé doucement. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Prévenu ?» Il a secoué la tête. J'avais peur. Pierre, il est si autoritaire. Il a toujours su nous convaincre, Delphine et moi. Il disait que c'était pour ton bien. Que les bijoux prenaient la poussière. Qu'on pourrait utiliser l'argent pour t'aider avec la maison et en garder un peu pour nous. Comme une compensation pour toutes les fois où on t'a aidé. M'aider? Je n'en croyais pas mes oreilles. Thomas, quand est-ce que l'un de vous m'a aidé pour la dernière fois? Il n'a pas répondu, et j'ai compris qu'il ne se souvenait d'aucune fois. Exactement, ai-je soupiré. Si quelqu'un vous a aidé toutes ces années, c'est bien moi. Avec de l'argent, du temps, de l'attention. Et vous m'avez remercié par le vol et le mensonge. Thomas a levé les yeux vers moi, les yeux rouges de larmes. Je sais. Et j'ai tellement honte, maman. Je ne sais pas comment me racheter. J'ai regardé mon fils, essayant de voir le petit garçon que je bordais autrefois et à qui je lisais des contes.
L'adolescent qui avait toujours été le plus sensible des trois. Le jeune homme qui avait pris soin d'Henri dans ses derniers jours. Je ne sais pas, Thomas, ai-je répondu. Honnêtement, je ne sais pas si une telle trahison peut être rachetée. Il a baissé la tête et ses épaules ont de nouveau été secouées de sanglots. Dehors, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Je suis allée à la fenêtre et j'ai vu Fiona et Benjamin sortir de la voiture. Delphine est restée assise au volant, manifestement peu encline à retourner dans la maison. Une minute plus tard, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mes petits-enfants sur le seuil, l'air déterminé. « Mamie » a commencé Fiona. « On veut rester avec toi ce soir. » J'ai cligné des yeux, surprise. « Mais votre mère »« Maman est en colère et elle dit des choses méchantes », a dit Fiona sans détour. « On ne veut pas être avec elle en ce moment. On peut rester avec toi ?» J'ai regardé les visages sérieux de mes petits-enfants, et mon cœur s'est serré. Ils étaient les premiers de notre famille à prendre mon parti. « Bien sûr que vous pouvez », ai-je dit, en ouvrant plus grand la porte pour les laisser entrer. « Toujours. » Une semaine s'est écoulée depuis le dîner de famille désastreux. Fiona et Benjamin ont passé 2 jours avec moi avant que Delphine ne vienne finalement les chercher, tendue et peu communicative. Thomas appelait tous les jours, essayant de s'excuser, mais je n'étais pas encore prête à me réconcilier. Pierre ne s'est pas manifesté une seule fois. Je me sentais vide. C'était comme si toute ma vie, toutes mes croyances sur la famille comme source de force et de soutien, s'étaient effondrées en un instant. J'errais dans la maison, qui me semblait soudain trop grande et vide, et je ne trouvais pas ma place. Jeudi, n'en pouvant plus, j'ai appelé Lucienne. « Je peux passer ?» ai-je demandé, et elle a su immédiatement à ma voix. « Bien sûr, ma chère. Je viens de faire ta tarte au citron préférée. » La maison de Lucienne était à 10 minutes à pied de la mienne, mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la voiture. Je ne voulais croiser personne en chemin, ni répondre aux questions habituelles des voisins sur mon état. Lucienne m'a accueilli à la porte. À 80 ans, elle était toujours alerte et énergique, avec un regard perçant qui ne manquait rien. « Oh, Eliane » m'a-t-elle serré fort dans ses bras, et j'ai senti les larmes monter à mes yeux. « Viens, raconte-moi tout autour d'un thé. » Nous nous sommes installés dans son salon confortable, avec vue sur le jardin bien entretenu. Lucienne a versé le thé dans des tasses en porcelaine. Ma mère avait le même service, et cela m'a rappelé les bijoux disparus. « Alors » a dit Lucienne, s'installant dans le fauteuil en face de moi. « Comment s'est passé le dîner de famille ?» Je lui ai raconté en détail la soirée désastreuse, les réactions de chacun des enfants, le retour de Fiona et Benjamin pour rester avec moi. « Au moins, tu as de bons petits-enfants », a remarqué Lucienne quand j'ai terminé mon récit. Ils voient la situation plus clairement que leurs parents. « Oui, c'est la seule consolation, » ai-je soupiré. « Mais tu sais ce qui est le pire, Lucienne ? Je ne peux m'empêcher de penser. Y avait-il des signes avant ? Aurais-je dû remarquer que mes enfants étaient comme ça ? » Lucienne m'a regardé longuement, comme si elle décidait de me dire ou non la vérité. Finalement, elle a posé sa tasse et a demandé sans détour. « Veux-tu vraiment mon avis, Eliane ? Mon avis honnête ? » J'ai hoché la tête. Si quelqu'un pouvait me dire la vérité sans l'enrober de sucre, c'était bien Lucienne. « Oui, il y avait des signes », a-t-elle dit doucement. « Beaucoup de signes. Mais tu ne voulais pas les voir. Tu as toujours excusé tes enfants. Toujours trouvé des justifications pour eux. » Ces mots m'ont piqué au vif, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Souviens-toi, il y a 5 ans, quand Henri venait de mourir et que Pierre insistait pour vendre la maison, a poursuivi Lucienne. Il disait que ce serait difficile pour toi d'entretenir seule une si grande maison, mais en réalité, il voulait juste toucher sa part d'héritage tout de suite au lieu d'attendre. Je me suis souvenu. Pierre avait été insistant à l'époque, presque agressif. Il disait qu'un petit appartement serait parfait pour moi. J'avais refusé, et il ne m'avait pas parlé pendant 1 semaine. Te souviens-tu comment Delphine t'a aidé à trier les affaires d'Henri ? Lucienne m'a regardé intensément. Comment elle t'a convaincu de jeter sa collection de montres anciennes, en disant qu'elle ne faisait que prendre de la place ? Et puis, il se trouve que j'ai vu certaines de ces montres dans une boutique d'antiquités à Lyon. Je me suis figée. Je ne savais pas ça. Tu es sûre que c'étaient les montres d'Henri ? Absolument. Je l'avais aidé à en choisir certaines. Il y avait ce modèle Oméga de 1950 avec les initiales de son père gravées au dos. La nausée m'est montée à la gorge. Donc,
Ça avait commencé à l'époque, juste après la mort d'Henri. Et Thomas? Ai-je demandé, craignant d'entendre la réponse. Lucienne a soupiré. Thomas, il a toujours été le suiveur. Il n'a jamais rien initié lui-même, mais il n'a jamais arrêté Pierre et Delphine non plus. Souviens-toi comment il t'a emprunté 3000 € il y a 2 ans pour un traitement médical urgent. Et puis tu as accidentellement vu les photos de son voyage à Las Vegas aux mêmes dates? Je me suis souvenu. À l'époque, je m'étais convaincu que c'était une coïncidence, que le traitement avait eu lieu avant ou après le voyage. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que Thomas aurait pu me mentir sur la raison de l'emprunt. Je ne veux pas te faire de mal, Eliane, a dit doucement Lucienne. Mais tu as demandé s'il y avait des signes. Oui, il y en avait. Tes enfants t'utilisent depuis longtemps. Ils ne te voient pas comme une mère, mais comme une source de ressources, argent, temps, soins. Et ils ne ressentent pas le besoin de montrer de la gratitude ou du respect. J'ai fermé les yeux, sentant les larmes couler sur mes joues. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'avais-je pas remarqué ce que tout le monde voyait? Souviens-toi de Noël il y a 2 ans, a poursuivi Lucienne. Tu les avais tous invités pour le dîner de fête. Tu as passé une semaine à préparer, à acheter des cadeaux, à décorer la maison. Et puis Pierre est arrivé 1 heure en avance, a pris les cadeaux et est parti à une fête avec ses amis. Delphine a laissé les enfants avec toi et est partie avec Alain dans un hôtel spa pour tout le week-end. Seul Thomas est resté, et c'était seulement parce qu'il n'avait nulle part où aller. Les souvenirs m'ont submergé comme une vague. Oui, c'était exactement comme ça. Je m'étais dit que les enfants avaient leur propre vie, que je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'ils passent toutes les fêtes avec moi. Mais la vérité, c'est qu'ils ne considéraient tout simplement pas ma compagnie comme importante. Te souviens-tu de l'été dernier? Lucienne était impitoyable dans son honnêteté. Tu avais proposé de payer pour un voyage en famille sur la côte. Tu avais loué une grande maison pour tout le monde, acheté les billets. Et 1 semaine avant le départ, ils ont tous soudainement trouvé des raisons de ne pas y aller. Pierre avait un travail urgent. Delphine avait des problèmes de santé avec Fiona. Thomas avait un projet important. Je m'en suis souvenu. J'y suis allée seule, et ce furent les vacances les plus solitaires de ma vie. Et puis, a poursuivi Lucienne, il se trouve que j'ai vu des photos sur Facebook. Pierre était à une course automobile avec ses amis ce même week-end. Delphine était dans un parc aquatique avec sa famille. Et Thomas était à un festival de musique. Chaque mot de Lucienne était comme un coup de poignard. Mais elle avait raison. Toutes ces années, j'avais été aveugle à l'évidence. Je voulais si désespérément croire que ma famille m'aimait autant que je les aimais que j'avais refusé de voir la vérité. Que dois-je faire maintenant, Lucienne? Ai-je demandé, me sentant complètement perdue. Elle a pris ma main. Pour commencer, arrête de te blâmer. Tu as été une bonne mère, Eliane. Meilleure qu'ils ne le méritaient. Tu leur as tout donné. Amour, éducation, soutien. S'ils ont grandi ingrats, ce n'est pas de ta faute. J'ai hoché la tête, bien qu'au fond de moi, je me sentais encore coupable. Il devait y avoir quelque chose que j'avais mal fait. Une erreur dans leur éducation qui avait conduit mes enfants à devenir les personnes qu'ils sont. Et ensuite, a poursuivi Lucienne, tu dois protéger ce qu'il te reste. S'ils sont capables de voler tes héritages familiaux, qui sait ce qu'ils feront ensuite? Tu devrais peut-être consulter un avocat. Un avocat? J'ai cligné des yeux, surprise. Pourquoi? Pour protéger tes biens, Eliane. Tu devrais peut-être changer ton testament, mettre en place un mandat de protection future entre les mains de quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, pas tes enfants. Tu devrais peut-être créer des legs pour tes petits-enfants, pour que tes enfants ne puissent pas accéder à l'argent. Je n'avais jamais pensé à de telles mesures. J'avais toujours tenu pour acquis que mes enfants seraient mes héritiers, qu'ils prendraient soin de moi dans mes vieux jours si nécessaire. J'ai un ami avocat, maître Robert Lefebvre, a poursuivi Lucienne. Il est spécialisé dans la protection des droits patrimoniaux des personnes âgées. Si tu veux, je peux t'arranger un rendez-vous. J'ai hoché la tête, encore abasourdi par la prise de conscience que je devais me protéger de mes propres enfants. Et les bijoux? Ai-je demandé. Y a-t-il une chance d'en récupérer une partie? Lucienne a réfléchi un instant. Léo a dit qu'il avait vendu les perles et les boucles d'oreilles à un collectionneur de Lyon, n'est-ce pas? Tu devrais peut-être lui reparler, voir s'il a les coordonnées du collectionneur, lui expliquer la situation. Léo a refusé de me donner ses coordonnées, ai-je soupiré. Il a dit que c'était contre le règlement.
Mais il a promis de contacter le collectionneur lui-même, n'est-ce pas? Découvre s'il l'a fait. Sinon, tu peux lui mettre un peu la pression. Mentionne que la falsification d'une procuration est un délit, et que tu peux aller à la police. J'ai frissonné. La police? Dénoncer mes propres enfants? Non, je n'étais pas prête à aller aussi loin. Lucienne, comme si elle lisait dans mes pensées, m'a doucement serré la main. Je ne dis pas que tu dois le faire, Eliane. Mais la menace pourrait rendre Léo plus coopératif. Il y avait du bon sens dans ses paroles. Léo ne voulait certainement pas d'ennui avec la justice. Et le bracelet? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Lucienne a secoué la tête. S'il a vraiment été envoyé à la fonte, je crains qu'il n'y ait aucun moyen de le récupérer. Mais les perles et les boucles d'oreilles, il y a peut-être encore une chance. J'ai hoché la tête, sentant une petite étincelle d'espoir s'allumer en moi. Peut-être que tout n'était pas perdu. Lucienne et moi avons parlé jusqu'au soir. Elle m'a raconté des histoires d'autres personnes qu'elle connaissait qui avaient fait face à des enfants ingrats, comment elles s'en étaient sorties, comment elles avaient trouvé la force de continuer. C'était une consolation étrange et amère de savoir que je n'étais pas seule dans mon malheur. Quand je suis rentrée chez moi, une surprise m'attendait. Un message sur mon répondeur de la part de Léo. Eliane, c'est Léo. J'ai parlé au collectionneur. Il est d'accord pour vous rencontrer. S'il vous plaît, rappelez-moi. Malgré l'heure tardive, j'ai immédiatement composé le numéro du magasin. Léo, c'est Eliane Moreau. J'ai eu votre message. Eliane, a-t-il dit, le soulagement évident dans sa voix. J'avais peur que vous ne rappeliez pas. Écoutez, j'ai parlé au collectionneur, Édouard Prieur. Je lui ai expliqué la situation. Il a accepté de vous rencontrer pour discuter de la possibilité de vous rendre les bijoux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Vraiment? Quand et où? Demain à midi au café de Donna. Il sera de passage à Bellerive. J'y serai, ai-je dit rapidement. Merci, Léo. Il y a eu une pause. Eliane, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais dû acheter ces bijoux si j'avais su la vérité. J'ai eu envie de lui dire quelque chose de dur, de lui rappeler qu'il aurait dû vérifier plus attentivement l'authenticité de la procuration, qu'il avait été trop prompt à faire confiance à Pierre. Mais à la place, j'ai simplement répondu, je sais, Léo. Et merci pour votre aide maintenant. Après avoir parlé à Léo, j'ai senti un regain d'énergie. Peut-être que je pourrais récupérer les perles et les boucles d'oreilles. Ce serait un miracle. J'avais presque accepté leur perte. Le lendemain matin, j'ai appelé maître Robert Lefebvre, l'avocat que Lucienne m'avait recommandé. Sa secrétaire m'a fixé un rendez-vous pour le jour suivant. Puis j'ai commencé à me préparer pour ma rencontre avec le collectionneur. Que lui dirais-je? Comment lui expliquerais-je la situation? Bonjour, mes enfants ont volé mes héritages de famille et les ont vendus pour payer leurs vacances. Cela sonnait si ridicule, si honteux. Mais c'était la vérité, et je devais trouver la force de la dire. J'ai choisi une robe simple mais élégante pour la rencontre, une que Henri avait toujours aimée. Elle me donnait confiance, et en ce moment, j'en avais plus que jamais besoin. À 11h30, j'étais déjà au café de Donna, jetant des regards nerveux vers la porte. Comment reconnaîtrais-je Édouard Prieur? Léo ne m'avait donné aucune description. Mais je n'ai pas eu à m'inquiéter. À midi pile, un homme grand, aux cheveux grisonnants, d'environ 65 ans, est entré dans le café, vêtu d'un costume impeccable. Il a regardé autour de lui et s'est dirigé droit vers ma table. Madame Moreau? A-t-il demandé avec un léger accent lyonnais. Édouard Prieur. Ravi de vous rencontrer, bien que les circonstances ne soient pas des plus agréables, bien sûr. J'ai serré la main qu'il me tendait et j'ai désigné la chaise en face de moi. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, monsieur Prieur. Appelez-moi Édouard, je vous en prie, a-t-il dit en s'asseyant et en me regardant attentivement. Léo m'a raconté votre histoire. C'est une situation assez inhabituelle. J'ai grimacé légèrement. On peut dire ça. Mes enfants, ils ont vendu mes héritages de famille sans ma connaissance ni mon consentement. Édouard a hoché la tête. Oui, c'est ce que Léo m'a dit. Très fâcheux. La serveuse est venue prendre notre commande, et nous avons tous les deux commandé un café. Quand elle est partie, Édouard a sorti une petite boîte de la poche de sa veste. J'ai apporté les bijoux en question avec moi, a-t-il dit.
Un collier de perles et des boucles d'oreilles en saphir, c'est bien ça. Il a ouvert la boîte et j'ai eu le souffle coupé. Elles étaient là. Les perles de ma mère et les boucles d'oreilles qu'Henri m'avait offertes à la naissance de Pierre. Saines et sauves. Oui, ce sont elles, ai-je dit, la voix tremblante. Elles sont dans ma famille depuis plus de 100 ans. Édouard a observé ma réaction de près. Je m'en doutais. Ces pièces ont une valeur historique qui dépasse de loin leur valeur marchande. Les perles semblent dater de la fin du XIXe siècle. Authentiques et d'excellente qualité. Les saphirs des boucles d'oreilles sont birmans, très rares de nos jours. J'ai hoché la tête, incapable de quitter les bijoux des yeux. Les perles appartenaient à mon arrière-arrière-grand-mère. Elle les a reçues en cadeau de mariage en 1880. Depuis, chaque marié de notre famille les a portées le jour de son mariage. Et les boucles d'oreilles, a demandé doucement Édouard. Mon mari me les a offertes le jour de la naissance de notre premier enfant. Bleu comme ses yeux, avait-il dit. Édouard a hoché la tête avec compréhension. Les histoires de famille sont ce qui rend les bijoux vraiment précieux. Ce ne sont pas les pierres ou le métal, mais les souvenirs qu'ils renferment. Je les regardais avec gratitude. Il comprenait, lui, contrairement à mes propres enfants. Léo a dit que vous les aviez payés 12 000 €. Ai-je dit. Je suis prête à vous les rembourser, et même plus s'il le faut. Édouard a regardé pensivement les bijoux. Vous savez, Madame Moreau, je suis collectionneur. Je n'achète pas de bijoux pour les porter ou les revendre avec profit. J'apprécie leur histoire, leur unicité. Mais dans ce cas, il a fait une pause. Je pense qu'ils doivent retourner à leur propriétaire légitime. J'ai retenu mon souffle. Vous allez me les rendre? Oui, a-t-il hoché la tête. Pour le même montant que j'ai payé, 12 000 €. J'ai failli pleurer de soulagement. Merci, Édouard. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi. Je peux l'imaginer, a-t-il souri légèrement. J'ai aussi des héritages de famille. La montre de poche de mon grand-père, par exemple. Elle n'a pas une grande valeur marchande, mais elle est inestimable pour moi. Nous avons convenu des détails du transfert. Je devais virer l'argent sur son compte, et il me laissait les bijoux tout de suite. C'était d'une confiance inattendue de sa part, mais quelque chose me disait qu'Édouard Prieur était un homme de parole. Il y a autre chose qui me tracasse, a-t-il dit lorsque nous avons terminé les formalités. Léo a mentionné qu'il y avait un autre objet, un bracelet en or avec une gravure, qui a malheureusement déjà été envoyé à la fonte. J'ai hoché la tête, sentant mon cœur se serrer. Oui, c'est exact. Le bracelet avec les initiales de toutes les femmes de notre famille qui l'ont porté. 5 générations. Édouard a secoué la tête. Quelle perte terrible. Mais vous savez, il y a peut-être un moyen, non pas de le récupérer bien sûr, mais de créer quelque chose de nouveau qui portera les mêmes souvenirs. Je l'ai regardé avec intérêt. Que voulez-vous dire? J'ai un ami bijoutier à Lyon qui est un véritable maître dans son article. Il pourrait créer un nouveau bracelet qui ressemblerait le plus possible à celui que vous avez perdu, si vous avez des photos ou une description détaillée. Et bien sûr, il pourrait graver les mêmes initiales. J'y ai réfléchi. J'avais des photos du bracelet. Je les avais prises il y a quelques années pour l'assurance. Et bien qu'un nouveau bracelet ne remplacerait jamais l'original, ce serait mieux que rien. C'est une offre très généreuse, Édouard. Merci. Ne me remerciez pas, a-t-il souri. Je crois à la préservation des traditions familiales, et que certaines choses doivent rester là où elles doivent être. Lorsque nous nous sommes dit au revoir, j'ai eu l'impression d'avoir gagné non seulement mes bijoux, mais aussi un nouvel ami. Édouard m'a donné sa carte de visite et m'a demandé de le tenir au courant pour le bracelet. Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'incroyable tournure des événements. Le matin même, j'étais sûr que mes bijoux étaient perdus à jamais, et maintenant, les perles et les boucles d'oreilles étaient de retour avec moi. Et peut-être qu'à l'avenir, je pourrais faire restaurer le bracelet. Mais la joie de retrouver mes bijoux était assombrie par les pensées concernant les enfants. Comment leur annoncerais-je que j'avais récupéré ce qu'ils avaient volé? Et devrais-je même le leur dire? Une partie de moi voulait les appeler immédiatement, partager la nouvelle, peut-être même essayer de réparer notre relation. Mais une autre partie de moi, plus rationnelle, plus protectrice, me disait qu'il valait mieux consulter d'abord un avocat pour me protéger, moi et mes biens. De retour à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Lucienne. Lucienne, tu ne vas pas le croire,
Je ne pouvais contenir mon excitation. J'ai rencontré le collectionneur. Il m'a rendu les perles et les boucles d'oreilles. Oh, Eliane, c'est merveilleux, a-t-elle dit, sincèrement ravie. Comment ça s'est passé? Je lui ai raconté ma rencontre avec Édouard, sa compréhension de la valeur des héritages familiaux, et son offre d'aider à restaurer le bracelet. Il a l'air d'un vrai gentleman, a remarqué Lucienne. Une chose rare de nos jours. Oui, il a compris ce que mes propres enfants n'ont pas compris, ai-je soupiré. Et ça me fait me demander, Lucienne, comment se fait-il qu'un étranger ait montré plus de respect pour mon histoire familiale que mes propres enfants? Lucienne est restée silencieuse un instant, puis a dit prudemment. Peut-être parce que tes enfants tiennent tout pour acquis. Ils ont grandi avec ces histoires, avec ces valeurs, mais ils n'en ont jamais vraiment compris la portée. Édouard, en tant que collectionneur, sait voir la valeur de ces choses. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Peut-être que tu as raison. Mais quand même. Ça fait si mal, Lucienne, de réaliser que mes enfants ont pu renoncer si facilement à notre héritage. Je sais, ma chère. Sa voix était pleine de sympathie. Mais pour l'instant, le plus important est de protéger ce qu'il te reste. Tu vas voir maître Lefebvre demain? Oui, à 10 heures du matin. Bien. Il t'aidera à régler le côté juridique des choses. En attendant, profite du retour de tes bijoux. Après avoir parlé à Lucienne, j'ai sorti les perles et les boucles d'oreilles de la boîte qu'Édouard m'avait donnée. Les perles de ma mère. Je me suis souvenu de la première fois que je les ai portées, à mon bal de fin d'année. Pendant que ma mère m'aidait à attacher le fermoir, elle m'avait raconté l'histoire de chaque femme qui les avait portées avant moi. Et les boucles d'oreilles, je les portais le jour du baptême de Pierre, puis à ceux de Delphine et de Thomas. Tant de souvenirs étaient liés à ces pièces. Et avec quelle facilité mes enfants les avaient-ils jetés pour des plaisirs éphémères. J'ai soigneusement replacé les bijoux dans la boîte et je les mise dans le coffre-fort que j'avais récemment fait installer dans ma chambre, sur les conseils de Lucienne. Maintenant, personne ne pourrait les prendre à mon insu. Le lendemain matin, je me suis rendu au rendez-vous avec maître Robert Lefebvre. Son cabinet était situé dans le centre-ville de Bellerive, dans un vieil immeuble en briques qui datait de la guerre de Sécession. Robert s'est avéré être un homme énergique d'une 50aine d'années, avec un regard pénétrant et un sourire accueillant. Il a écouté attentivement mon histoire, sans m'interrompre ni me juger, posant seulement de temps en temps des questions de clarification. Alors, Madame Moreau, a-t-il dit quand j'ai terminé, si je comprends bien, vos enfants ont pris vos bijoux de famille à votre insu, ont falsifié une procuration et les ont vendus pour payer leurs vacances. Oui, c'est exact, ai-je hoché la tête, ayant encore honte de le dire à voix haute. Et vous avez déjà récupéré une partie des bijoux, mais vous craignez que vos enfants n'essaient d'accéder à vos autres biens à l'avenir. C'est tout à fait ça. S'ils sont capables de faire ça, qui sait ce qu'ils feront ensuite? Maître Lefebvre a tapoté pensivement son stylo sur son bloc-notes. Madame Moreau, permettez-moi de clarifier une chose. Vous pourriez porter plainte pour vol et falsification. Ce sont des délits graves, et vos enfants pourraient faire face à des poursuites pénales. Envisagez-vous cette option? J'ai secoué la tête. Non. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne veux pas que mes enfants aient des problèmes avec la justice. Je veux juste protéger ce qu'il me reste, et peut-être les aider à comprendre ce qu'ils ont fait de mal. Maître Lefebvre a hoché la tête avec compréhension. Dans ce cas, examinons vos options. Premièrement, je vous recommanderais de modifier votre testament. Si je comprends bien, vos enfants en sont les principaux bénéficiaires. Oui, tout est divisé à parts égales entre les trois. Si vous souhaitez les maintenir comme bénéficiaires, mais que vous vous inquiétez de la manière dont ils pourraient gérer l'héritage, nous pouvons mettre en place des legs avec des charges spécifiques. Cela vous permettrait de fixer certaines conditions et restrictions sur la manière dont les biens que vous leur laissez peuvent être utilisés. J'y ai réfléchi. Cela semblait raisonnable. Et mes petits-enfants? Puis-je leur laisser une partie de mes biens directement? Bien sûr, a hoché la tête maître Lefebvre. Nous pouvons prévoir des legs spécifiques pour vos petits-enfants, par exemple, en stipulant que l'argent doit être utilisé pour leurs études. Une autre solution, très courante, est de souscrire des contrats d'assurance vie à leur nom. Vos enfants n'y auront pas accès. J'ai hoché la tête. Cela semblait exactement ce que je voulais. Que puis-je faire d'autre pour me protéger? Maître Lefebvre a tourné une page de son carnet. Deuxièmement, je vous recommanderais de mettre en place un mandat de protection future.
C'est un document qui détermine qui prendra les décisions financières et médicales pour vous si vous n'êtes plus en mesure de le faire vous-même. Et je peux nommer n'importe qui, pas nécessairement mes enfants. C'est exact. Ce pourrait être une amie, un autre parent, ou même un gestionnaire professionnel ou un avocat. J'ai immédiatement pensé à Lucienne. Malgré son âge, elle était la personne la plus digne de confiance que je connaissais. Troisièmement, a poursuivi Maître Lefebvre, nous pourrions envisager de transférer certains de vos biens de votre vivant, par exemple la nue propriété de votre maison. Cela simplifie la succession et protège vos biens. C'est une stratégie patrimoniale courante. Et quel est l'avantage ? Le principal avantage est que les biens transmis ainsi sortent de la succession classique. Cela permet d'économiser du temps, de l'argent et garantit la confidentialité. De plus, vous pouvez fixer des instructions détaillées sur la manière et le moment où vos héritiers auront accès aux biens. J'ai hoché la tête, même si tout cela me semblait assez complexe. Et enfin, a ajouté Maître Lefebvre, je vous recommande de vérifier régulièrement vos comptes bancaires, vos rapports de crédit et autres documents financiers. Assurez-vous que personne n'a un accès non autorisé à vos comptes ou n'utilise vos informations personnelles à votre insu. C'était un bon conseil. Je commençais déjà à m'inquiéter que mes enfants aient pu avoir accès à mes documents financiers sans que je le sache. Merci, Maître Lefebvre, ai-je dit. Vos recommandations sont très utiles. J'aimerais commencer par modifier mon testament et mettre en place un mandat de protection future. Excellente décision, a-t-il hoché la tête. Nous pouvons commencer à y travailler tout de suite. Et une dernière chose, Madame Moreau, compte tenu de la situation, je vous recommanderais de ne pas dire à vos enfants que vous modifiez votre testament ou que vous prenez d'autres mesures juridiques pour protéger vos biens. Du moins, pas tant que ces mesures ne sont pas complètement finalisées. J'étais d'accord. Je ne voulais pas créer de tensions supplémentaires dans mes relations avec mes enfants en leur parlant de mes projets de modification de mon testament. Nous avons passé une autre heure à discuter des détails. Maître Lefebvre s'est avéré être non seulement un avocat compétent, mais aussi un auditeur attentif. Il n'a pas condamné mes enfants, mais il n'a pas non plus minimisé la gravité de leurs actes. Madame Moreau, a-t-il dit alors que nous terminions notre réunion, je veux que vous sachiez que ce que vos enfants ont fait est inacceptable. Quels que soient leurs motifs ou leurs excuses, ils ont enfreint la loi et, plus important encore, ils ont brisé votre confiance. Vous avez tout à fait le droit de vous protéger, vous et vos biens. Ces paroles étaient la confirmation dont j'avais besoin. Je n'étais pas trop méfiante ou injuste envers mes enfants. Je prenais simplement des précautions raisonnables après qu'ils se soient montrés indignes de confiance. En quittant le cabinet de Maître Lefebvre, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. C'était comme si le poids que je portais depuis la découverte de la disparition des bijoux s'était un peu allégé. J'avais un plan. Je savais quoi faire ensuite. Sur le chemin du retour, j'ai décidé de m'arrêter chez Léo. Je devais le remercier pour son aide dans la restitution des bijoux et savoir s'il y avait des nouvelles du bracelet. La clochette au-dessus de la porte du prêteur sur gage a tinté lorsque je suis entré. Léo, qui parlait à un client, a levé les yeux et s'est visiblement tendu en me voyant. Il a rapidement terminé sa conversation et s'est approché de moi. « Eliane, a-t-il commencé, incertain. J'ai cru comprendre que votre rencontre avec Édouard s'était bien passée. » « Oui, Léo. Merci, ai-je hoché la tête. Il s'est avéré être un homme très compréhensif. Il m'a rendu les perles et les boucles d'oreilles pour le même montant qu'il les avait payées. » Léo s'est visiblement détendu. « J'en suis heureux. Il m'a semblé être un homme honnête lorsque nous nous sommes rencontrés. Il a mentionné la possibilité de recréer le bracelet si j'avais des photos, ai-je poursuivi. Avez-vous des archives le concernant? Des photos? Une description? Léo a secoué la tête. Malheureusement, non. Je ne prends pas de photos des bijoux que je reçois pour la fonte. Mais, il a hésité. Si vous avez besoin de détails pour un bijoutier, je peux essayer de me souvenir de son apparence. Ce serait très utile, Léo. Il a sorti un carnet et a commencé à noter une description. C'était un bracelet en or large, à peu près de cette largeur, a-t-il dit en écartant les mains, avec une gravure à l'intérieur, des initiales, comme vous l'avez dit. À l'extérieur, il y avait un motif géométrique simple, typique de la fin du XIXe siècle. J'ai hoché la tête. Sa description était exacte. L'or était de haute qualité, a poursuivi Léo. Environ 18 carats, avec une teinte rougeâtre due à la forte teneur en cuivre, ce qui était typique de l'époque.
Merci, Léo, ai-je dit, sincèrement reconnaissante de son aide malgré son rôle dans la perte du bracelet. Ce sera très utile pour le bijoutier. Il a déchiré un morceau de papier et me l'a tendu. Eliane, je veux que vous sachiez que je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. J'aurais dû vérifier plus attentivement que vous vouliez vraiment vendre ces pièces. Je l'ai regardé longuement. Léo n'était pas une mauvaise personne. Il avait simplement commis une erreur en faisant confiance à mon fils, comme je l'avais fait moi-même de nombreuses fois. Je sais, Léo. Et j'apprécie votre aide maintenant. Sur le chemin du retour, je réfléchissais aux étranges tournants que prend la vie. Il y a une semaine, j'étais certaine d'avoir perdu mes bijoux pour toujours. Aujourd'hui, j'avais retrouvé mes perles et mes boucles d'oreilles, ainsi que l'espoir de faire réparer mon bracelet. J'avais entamé le processus de reprise en main juridique de mes biens. Et surtout, j'avais commencé à me défaire de mes illusions sur mes enfants. C'était une prise de conscience douloureuse, mais aussi libératrice. Je n'avais plus à faire semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Je n'avais plus à fermer les yeux sur leur égoïsme et leur manipulation. Je pouvais les voir pour ce qu'ils étaient et décider de la place qu'ils occuperaient dans ma vie. À l'avenir,